Bonjour, bienvenue sur une nouvelle Une Vague. Aujourd'hui pour ce premier numéro, j'ai décidé de vous parler d'un film qui me tient tout particulièrement à cœur. En ça que c'est un de mes films favoris. Ça s'appelle The Man From Earth et si vous avez aimé Star Trek, si vous avez aimé 12 hommes en colère et si vous avez aimé Highlander, vous risquez d'apprécier cette vidéo. Donc, The Man From Earth, c'est un film sorti en 2007 et réalisé par ce cher Richard Shankman. Cherchez pas sa filmographie, au garçon il n'a quasiment rien fait. Son seul film à peu près notable, c'est Abraham Lincoln, tueur de zombies. Et c'est un film qui est produit par les studios Asylum, ceux qui sont entre autres responsables de Titanic 2 et de Sharknado. Donc c'est vous dire que niveau qualité, c'est pas tip top. Le casting est composé presque exclusivement d'illustres inconnus. Les trois seuls à peu près notables sont David Lee Smith pour avoir joué dans Zodiac, Fight Club, Mysterious Skin et être apparu dans Star Trek, Tony Todd, un habitué des films d'horreur pour avoir joué dans Candyman et Destination Finale et être apparu dans Star Trek, et John Billingsley, principalement connu pour 2012 et Star Trek Enterprise. Je pense que vous avez compris qu'il y avait un rapport avec Star Trek, on va en reparler juste après. Avec un réalisateur et un casting aux carrières quasi inexistantes, le film s'est donc vu produit pour un budget de 200 000 $ par une société de production qui s'appelle Falling Sky Entertainment. Ne cherchez pas, ça n'a aucun rapport avec la série. Cette même société de production a été fondée par un certain Emerson Bixby. C'est qui Emerson Bixby? Alors Emerson Bixby, c'est le fils de Jerome Bixby. Et c'est qui Jerome Bixby? Je suis content que tu demandes. Jerome Bixby est un auteur de science-fiction des années 60. Il a notamment travaillé avec Richard Fleischer sur son voyage fantastique et a écrit pour la télévision avec la 5e dimension et Star Trek. Et c'est notamment au cours de l'écriture d'un épisode de Star Trek intitulé Requiem for Methuselah, sorti en 1969, que Jerome Bixby développe l'idée d'un homme immortel traversant les âges. Par la suite, il exploitera l'idée jusqu'en 1998 avec son chef-d'œuvre The Man From Earth, qu'il achèvera sur son lit de mort. Et 9 ans plus tard, son fils Emerson décide de produire l'adaptation de l'œuvre de son père. Et au fait, ton film là, The Man From Earth, ça parle de quoi? Alors, un peu plus tôt, j'ai évoqué 12 hommes en colère, tout simplement parce que The Man From Earth est également un huis clos. Ça raconte l'histoire du professeur John Oldman, qui est en plein déménagement quand tout à coup il voit débarquer ses collègues, professeurs eux aussi, venant fêter son départ et par là même en comprendre la raison. Tout d'abord réticent à l'idée de l'avouer, il finit par leur annoncer que c'est un homme des cavernes n'étant jamais mort et ayant traversé les siècles. Ce qui est vachement cool avec ce film, c'est d'observer les réactions des personnages, allant de l'incompréhension à l'acceptation, en passant par le rire, les larmes, la colère, et bien sûr l'effondrement de toutes leurs croyances, religieuses et scientifiques. D'ailleurs, chacun des professeurs présents dans la pièce représente un pôle de la connaissance humaine. La biologie, l'histoire, l'archéologie, la foi chrétienne, la psychiatrie et l'anthropologie. Ce qui rend le tout passionnant à suivre, c'est de voir une histoire aussi irrationnelle devenir peu à peu ultra crédible, même dans des esprits aussi rationnels, lorsqu'elle est racontée humainement, calmement, de façon structurée et en détail. L'autre intérêt du film, c'est de ne jamais apporter de preuves tangibles de la véracité des dires de John. Jusqu'à la toute fin du film, le spectateur peut en douter et choisir de prendre parti pour la rationalité et ainsi penser que John Oldman n'est qu'un imposteur mythomane. Sans trop vous spoiler, ou en tout cas en vous laissant découvrir les éléments les plus mind-blowing du film, John en vient à citer Vincent Van Gogh et Christophe Colomb, non pas comme des personnages historiques, mais comme ses anciens compagnons de route, des personnages internes au film. Ainsi, le récit de John ébranle toutes les croyances et se transforme petit à petit en une sorte de témoignage vécu de l'histoire de l'humanité, répondant par là même à toutes les plus grandes énigmes historiques, religieuses et anthropologiques. À la fin du film, on a envie de croire qu'une telle chose est possible, que quelque part, un immortel silencieux traverse les âges, témoignant de notre évolution, nous protégeant du haut de son immense sagesse, comme un berger sur une brebis. Et pourquoi tu nous parles de ça aujourd'hui d'ailleurs? Parce que c'est probablement l'un de mes films de SF favoris, et possiblement l'un des plus couillus de tous les temps. En ça que c'est un film d'1h30 en huis clos avec que du blabla, aucun effet spécial et le tout pour un budget de seulement 200 000 $. Autant dire presque rien. Attends, y a pas d'effets spéciaux dans ton film? C'est pas de la science-fiction? Alors sache qu'il y a plusieurs sortes de science-fiction. Certaines parlent de conquête spatiale, de rencontres avec des aliens, des vaisseaux qui tirent des lasers. D'autres encore parlent de sociétés futuristes, aux prises avec des robots et des dictateurs sanguinaires. D'autres encore parlent de mutation, de téléportation, de voyage temporel. Et tout ça, c'est rangé dans plusieurs catégories, parmi lesquelles la soft SF, la hard SF, le cyberpunk, la science fantasy, etc. Alors chacun a plus ou moins ses définitions et ses exemples, alors je vais essayer de résumer grossièrement pour que tu puisses comprendre. Ah mais j'ai rien dit moi. Alors dans la hard SF, qui est un courant de science-fiction qui nous est beaucoup plus familier qu'on ne le pense, les technologies abordées dans une œuvre, parfois même inventées pour celle-ci, ne rentrent pas en opposition avec les découvertes et avancées technologiques et scientifiques contemporaines à cette même œuvre. Par exemple, en 1968, à la sortie de 2001 l'Odyssée de l'espace, la conquête spatiale était plus proche d'un actuel objectif que celui d'un fantasme. De plus, la science-fiction dite dure respecte méticuleusement les principes et propriétés des concepts évoqués. Toujours dans 2001 l'Odyssée de l'espace, Kubrick, dans sa mise en scène, décide de laisser le vide spatial complètement silencieux.
silencieux, car dans l'espace il n'y a pas de propagation des ondes sonores. En gros, la hard SF c'est quand un élément fantastique est soumis à un traitement scientifique. Pêle-mêle, je pourrais vous citer Moon, Ex Machina et Primer. 3 super films, faut aller les voir. La hard SF est souvent mise en opposition avec la soft SF, qui tend plus particulièrement à s'intéresser à la psychologie des personnages. Par exemple, dans Frankenstein de Mary Shelley, ce n'est pas tant la technologie permettant la résurrection d'un mort qui est mise en avant, mais bel et bien la mécanique psychologique d'une vie non mort et la dynamique entre un créateur et une création. En gros, c'est quand un élément fantastique est soumis à une observation sociologique. Pêle-mêle, je pourrais vous citer Her, Les Fils de l'Homme, Under the Skin, qui sont également 3 bons films qu'il faut aller voir. Pour se faire une idée assez précise de ce que sont la hard et la soft SF, vous n'avez qu'à comparer Black Mirror et... Star Trek ? Non. Sense8. Pareil, si vous n'avez pas vu ces séries-là, regardez-les, il se peut qu'on en reparle dans un prochain épisode. Ceci étant dit, on s'aperçoit que The Man From Earth est un bâtard, à la fois dur et mou, à la fois soft et hard. Les aspects scientifiques et réalistes sont respectés, mais paradoxalement, l'accent est mis sur la psychologie de John Oldman et sur les réactions des personnages qui forment à eux seuls une sorte de micro-société. Pour conclure, on peut dire qu'on n'a pas besoin d'effets spéciaux pour faire de la science-fiction. On a juste besoin de prendre une bonne histoire, de la rendre humaine et crédible. Voilà, c'est la fin du premier épisode du Nouvelle Une Vague, j'espère que ça vous a plu. Donc c'était mon crash test, mon pilote, donc s'il y a des choses qui vont pas, s'il y a des choses à modifier, n'hésitez pas à me le dire. Laissez-moi votre avis dans les commentaires avec des critiques constructives, ça serait cool. Vous pouvez également partager cette vidéo, c'est super important. Me laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook. Et voilà, la prochaine fois nous parlerons d'une série, nous parlerons de Résurrection. Et on se dit à bientôt sur Une Nouvelle Une Vague.